Comme ça, je me pose deux questions. Première question, est-il crédible d'annoncer un taux de rendement d'une SCPI qui a moins d'1 an? Deuxième question, est-ce que réglementairement c'est possible? Ces deux questions font des petits et nous amènent à 4 autres questions en termes de responsabilité. Quid de la responsabilité du producteur? Quid de la responsabilité du distributeur qui relaye et parfois amplifie? Quid de la responsabilité des associations professionnelles qui, a priori, fixent des règles? Et quid de la responsabilité du régulateur qui est censé contrôler tout ça? Assurément, il y a de bonnes et de mauvaises pratiques dans le monde de la pierre-papier comme partout ailleurs. Chez nous, dans l'univers médiatique, c'est la logique du putaclic. Le putaclic, c'est quelque chose qui est fait pour pousser à une action de l'utilisateur et faire de l'audience avec un objectif de court terme. Disons-le, assurément, notre vision de l'information est diamétralement opposée. Nous sommes convaincus que l'honnêteté intellectuelle paye à long terme, et finalement, le long terme, c'est ce qui nous intéresse sur le marché de la gestion de patrimoine. Merci donc à vous tous d'être à nouveau avec nous et merci de votre fidélité pour ce nouveau numéro des Plus Encore. Générique. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et Plus Encore. Pas de surprise, vous êtes peut-être là pour ça. Notre débat sera consacré à l'immobilier, mais l'émission sera particulièrement complète. Dans quelques instants, on débutera avec l'économie, avec Florent Vabon pour le point éco. Ensuite, on rejoindra en duplex Nadine Trémolière pour son point marché, où l'on verra que l'année a plutôt bien commencé pour les actions, et notamment les actions européennes. On sera donc là à peu près aux alentours de, on va dire, 18h15. Dans la foulée, on quittera l'univers de la finance, des marchés pour aller dans l'univers de l'assurance vie avec l'homme dans l'actu, François-Régis Bernicaud, qui viendra nous parler de Suravenir, dont il est président du directoire. Dans la foulée, il y aura le journal décalé de Georges Delataille. Nous verrons tout à l'heure ces sujets. Et puis, si les choses se passent à peu près normalement, ce sera donc aux alentours de 18h30, opération vérité sur les prix de part des SCPI, sur les distributions, sur la liquidité. En plateau, donc, le club expert immobilier avec Marc Bertrand de Prime IRM, avec Philippe Depoux de La Française et avec Antoine Aubry d'Amundi Immobilier. Je vous dis à peu près, j'estime que le départ, ça sera aux alentours de 18h30 de cette séquence. Combien elle va durer? 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, on verra bien tout à l'heure. Une chose est certaine, j'ai beaucoup de questions à leur poser, mais on attaque avant de regarder l'immobilier par la partie éco. Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofi, qui est avec nous tous les 2 mois. Première rencontre de l'année, première rencontre qui n'a pas été située au hasard. Nous sommes donc début février. Il y a cela quelques jours, il y avait les décisions des banques centrales, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE. On commence, Florent, par la BCE. Baisse des taux de 0,25%. Pas vraiment une surprise? Pas de surprise. Aucune surprise, c'était attendu, c'était à la fois dans les cours de marché et puis aussi dans le discours d'une certaine manière. Donc vous vous souvenez la dernière fois, notre discours depuis déjà plusieurs trimestres maintenant, c'était de dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, se devait d'agir par nécessité. Ouais, vous étiez à une certaine époque bien plus enthousiaste que le marché dans les baisses de taux. Oui. Alors il y a pour être tout à fait transparent, à un moment donné, on anticipait 5 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024. Et finalement, c'est 4 baisses de taux qu'il y a eu, donc on y était presque. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet important, c'est l'annonce de la baisse, qui était finalement clairement attendue pour tout le monde, le discours de Christine Lagarde, ou est-ce que ce qui est important pour l'année 2025, c'est le point d'atterrissage? Bref, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce qui est le plus important à mon sens, c'est effectivement ce dernier point, à savoir lorsque l'on va s'arrêter. Et à ce titre, le discours de Christine Lagarde n'a pas nécessairement été
très très bon entre guillemets dans le sens où on n'a pas véritablement d'indication. On a une banque centrale européenne qui demeure dépendante aux données, je dirais même addict aux données, et de ce point de vue-là, ça donne assez peu de visibilité. Alors nous, notre point de vue, là, il n'a pas changé sur la question. Vous vous souvenez, en mois de novembre, on indiquait qu'effectivement, on était encore une fois un petit peu moins enthousiaste que le marché, cette fois-ci dans l'autre sens, où l'on se disait qu'effectivement, il y avait une probabilité, selon nous, encore une fois, assez faible que le taux de facilité de dépôt de la BCE tombe en dessous de 2%. Depuis, le marché a révisé un petit peu ses anticipations et se colle à peu près aux nôtres, si je puis dire. Et dans le discours de Christine Lagarde, tout porte à croire qu'effectivement, il va y avoir un tout petit peu plus de prudence pour la suite des baisses de taux. Mais néanmoins, nous, on attend encore 2 baisses de taux sur les 2 prochaines réunions. D'accord, 2 baisses de taux sur les 2 prochaines réunions. Les arguments, c'est quoi? On a réussi à rentrer l'inflation dans le tube. Et c'était l'un des arguments que vous m'aviez donné la dernière fois. Vous avez une tendance à être plus optimiste que la moyenne sur la croissance européenne. En effet. Alors, à la fois sur la désinflation, nous étions optimistes, et désormais, nous sommes plus optimistes que le consensus sur la croissance économique. En effet, on attend un redressement conjoncturel en 2025 pour la zone euro. Alors, pour le moment, il n'a pas encore eu lieu, mais on perçoit des ferments, les ferments d'une reprise en zone euro. Le premier élément, c'est la consommation des ménages. Il y a quelques indicateurs qui nous montrent que ça va repartir. D'une part parce que les revenus réels des ménages ont augmenté, sont en augmentation, et donc ça va donner des gains de pouvoir d'achat. Ensuite, les baisses de taux et les conditions financières qui se détendent un petit peu du côté des banques commerciales, ça veut dire aussi plus de dépenses d'investissement, à la fois du côté des ménages, mais aussi des entreprises. Et puis il y a un troisième élément qu'on évoquera peut-être, je ne sais pas, dans nos discussions, c'est la question de l'autonomie stratégique de la zone euro. Et vous avez un certain nombre de plans qui ont d'ailleurs été annoncés ces derniers jours, en tout cas des... Vous trouvez que la boussole de von der Leyen vous éclaire ? Alors, je ne dirais pas ça, mais disons que ce qui est important, c'est le discours et la volonté. Je pense que sur les marchés financiers et aussi pour les agents économiques, d'une certaine manière, on a besoin d'une forme de visibilité, et puis on a besoin aussi d'un sentiment d'aller vers l'avant. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Du côté des Allemands, typiquement, on constate, on perçoit que il y a peut-être des volontés de faire un petit peu moins d'orthodoxie budgétaire. Vous avez mentionné la boussole de la compétitivité de la Commission européenne. Il y a aussi des choses qui ont été dites sur l'intelligence artificielle. On a des plans de défense, on a des réflexions sur pas mal de choses en zone euro. Et donc tout ça sont des éléments qui nous laissent à penser qu'effectivement, on va vers plus d'autonomie stratégique en zone euro. Et donc ça, c'est plutôt pro-dépenses d'investissement et donc un peu plus pro-croissance. Ok, donc grosso modo, 2 baisses, ça veut dire que vous êtes un peu moins optimiste sur les baisses de taux que le marché. Oui, parce on s'achemine vers ce fameux point d'atterrissage qui correspond au point d'équilibre qu'on cherche, qu'on va y arriver à tâtonnant, mais effectivement, c'est l'idée. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. Fed, ça n'a pas bougé. Sans surprise, là aussi? Sans surprise, c'est aussi très cohérent avec les discours, mais aussi avec les données économiques qui nous sont parvenues depuis, c'est-à-dire un peu plus d'inflation, ou en tout cas une inflation qui ne baisse pas tant que cela, une croissance économique très forte et un marché de l'emploi qui s'est stabilisé à la baisse, on va dire, ou dans son ralentissement. Et donc tout ça, effectivement, milite pour que la Fed ait passé son tour sur le mois de janvier. Comment on gère le dossier Trump quand on est économiste et qu'on fait de la prévision? Est-ce qu'on considère qu'il va appliquer son programme? Est-ce qu'on considère qu'il faut tous ces éléments-là les considérer comme étant des inconnus? On a vu sur la situation mexicaine, je te mets des droits de douane, je te les retire pendant un mois. Aujourd'hui, on se dit quoi? Parce que ça a quand même quelques petites incidences à la fois sur l'inflation, à la fois sur le commerce mondial. Comment on gère le cas Trump quand on est économiste? On ne le gère pas, il est ingérable. Par définition, non, l'homme est imprévisible. Les tarifs douaniers, c'est intéressant. Les droits de douane, c'est intéressant. C'est-à-dire nous, on a toujours perçu ça, même avant l'investiture, comme étant une arme de négociation. C'est-à-dire qu'il a envie d'obtenir des choses de la part de ses alliés, on va dire, et il les obtient en les menaçant, en disant « je vais appliquer des droits de douane ». Ce qui s'est passé durant le week-end est assez intéressant et assez en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il signe un décret pour une application de droits de douane, mais avec finalement quelques jours de décalage par rapport à sa mise en application, ce qui lui laisse le temps d'appeler les différents chefs d'État et puis d'obtenir ce qu'il a envie. En réalité, les raisons qu'il a invoquées pour mettre en place ces droits de douane, c'était la fameuse arrivée de médicaments qu'on appelle fentanyl, donc une forme de crise sanitaire aux États-Unis. Premier élément. Deuxième élément, c'est le contrôle des frontières. C'est sur
ces éléments-là en partie qu'il a été élu aux États-Unis, et donc il a besoin aussi de montrer à ses électeurs qu'il est en mouvement et qu'il obtient ce qu'il a envie d'obtenir. Et pour le coup, il a plutôt réussi son coup et il a mis en pause les droits de douane. Donc quand on est économiste, on se dit qu'effectivement c'est plus d'inflation et moins de croissance, à la fois pour les États-Unis et pour le monde, mais s'ils ne sont pas appliqués, on fait comme si de rien n'était, d'une certaine manière. Néanmoins, l'incertitude que tout cela engendre n'est pas bon pour les entreprises, pour leur volonté, leurs incitations à investir, etc. Là encore, dans la façon de travailler de l'économiste, comment on traite l'indépendance de Jérôme Powell? Parce que là aussi, je vous poserai après la question du point d'atterrissage de ce que vous voyez sur les taux courts américains. Est-ce qu'on se dit que Powell va travailler sous contrainte? Est-ce qu'on se dit que Powell va travailler librement? Alors, en 2025, alors l'expression peut faire sourire, mais Jérôme Powell va devoir résister et prouver qu'il existe. D'une certaine manière, puisqu'effectivement, on a en face de lui un président qui est imprévisible, on vient de le dire, et surtout qui a une volonté de... On n'a pas parlé des baisses de taxes, mais ça c'est plutôt pro-creusement du déficit. On a un président qui potentiellement a le pouvoir d'augmenter l'inflation d'un seul coup. Et donc quand on est Jérôme Powell et que l'on observe tout ça, on se dit est-ce que l'inflation va augmenter, est-ce qu'elle va baisser? On est dans un monde où la croissance économique aux États-Unis est très forte. Et donc effectivement, il faut qu'il bataille pour son indépendance. Et d'autre part, pendant la campagne, c'était très clair, on avait Donald Trump qui disait il faut d'une certaine manière mettre sous tutelle la Fed, elle doit baisser ses taux parce que les taux sont trop élevés, l'inflation, enfin il parlait beaucoup et puis finalement ce qu'on envisageait c'était qu'effectivement il était pro baisse de taux. Mais alors là, il m'a surpris durant le week-end, puisqu'il y a quelque chose qui est passé totalement inaperçu, c'est qu'il a commenté la décision de la Fed du mois de janvier en disant que finalement la Fed avait eu raison de laisser ses taux inchangés. Alors, est-ce que la Fed va laisser ses taux inchangés ou est-ce que vous pensez qu'elle va les baisser en 2025 ? Je pense qu'on est toujours dans le même schéma que 2024, c'est-à-dire qu'on est face à un ajustement de politique monétaire, toujours. Et donc, à notre sens, la Fed va procéder à des baisses tactiques. Tactiques parce que le marché de l'emploi, contrairement à ce que le marché a totalement balayé l'idée que le marché de l'emploi puisse encore se dégrader. On considère que le marché de l'emploi est très fort, qu'il est même en voie de réaccélération. Nous, c'est encore une fois pas tout à fait notre lecture. On est plutôt dans quelque chose d'assez instable encore. Et donc, la moindre donnée économique de l'emploi qui est un petit peu chahutée pourrait donner du crédit à une baisse de taux du côté de la Fed. Donc, plutôt des baisses tactiques, contrairement à la BCE où il y a encore un peu d'urgence. D'accord. Donc, si je te comprends bien, vous êtes contrariant sur la vision économique européenne en étant plus croissance que le consensus. Et vous êtes contrariant sur la situation américaine en étant plus négatif sur le marché de l'emploi que le consensus. On est moins contrariant qu'en 2024 quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le marché qui nous paraissent bien pricées. Quel impact sur les taux longs? Ça va bouger ou finalement ça va être calme? Sur les taux longs, sans surprise, il ne faut pas s'attendre à des détentes extraordinaires. Alors là, il y a beaucoup de volatilité. Là, ces derniers temps, ça monte beaucoup, ça diminue pas mal. Bon, grosso modo, on est sur du 4,5 sur le taux à 10 ans américain actuellement, au moment où on se parle. Il n'y a pas de raison de penser que ça va baisser énormément. Donc ça veut dire que sur une année complète, si on parle de la classe d'actifs obligataires dans un portefeuille, c'est-à-dire qu'en termes de... On va faire le portage. De performance attendue, voilà, on a moins de possibilités en termes de détente et il y a plus de portage, en effet. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation d'actifs dans cet environnement-là? On se dit que 2025, ça va être une année cool et va être une année favorable aux actifs risqués? C'est jamais des années cool sur le marché. Il y a toujours quelque chose qui se passe. En revanche, on est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que sur la fin d'année dernière, on avait plutôt une posture pro-actifs risqués. On l'est toujours. Et dès la fin de l'année dernière, d'ailleurs, nous étions un peu plus enclins à privilégier les actions de la zone euro, les actions européennes dans leur ensemble. Okay. Et force est de constater que depuis le début de l'année, il y a quand même une surperformance des actions européennes vis-à-vis des actions américaines, qui elles sont très chères, et aussi parce que finalement, Donald Trump, et on y revient, n'a pas appliqué les droits de douane qu'il avait promis à la zone euro. Et aussi parce qu'on attend un redressement conjoncturel un petit peu plus fort que le consensus pour la zone euro. Donc tout ça nous laisse à penser qu'il y a encore du potentiel sur les actions. Merci beaucoup Florent Vabon d'avoir été avec nous. Justement, on continue avec le bilan des marchés. Tout de suite, c'est le point marché.
Le point marché avec Nadine Trémolière. Nadine Trémolière que vous ne verrez pas aujourd'hui, que vous entendrez seulement. Et merci Nadine parce que c'est pour moi l'occasion de faire une petite page de publicité pour rappeler que désormais et plus encore est accessible en podcast sur votre plateforme préférée. Nadine, on attaque si vous le voulez bien. Je décris le tableau sur les marchés actions. Je constate que la colonne du mois de janvier est riche de chiffres en vert. Ça veut donc dire que le mois a été haussier sur les actions, avec en première position le MSCI Europe avec une hausse de 6,5%. Nadine, est-ce le grand retour des actions européennes ? Le grand retour des actions européennes, on l'attend chaque année, depuis à peu près 7 ou 8 ans. On le voit d'ailleurs dans votre tableau, les performances des actions européennes ont été quand même très médiocres, ont été très insuffisantes par rapport au marché américain en 2024. L'année commence mieux, peut-être à la faveur de certaines valeurs qui ont eu des très bons résultats trimestriels, comme SAP, comme LVMH. Ce sont des gros poids lourds de la cote qui comptent énormément dans les indices. Et c'est ça en partie qui explique. Après, je pense que c'est un peu un rattrapage de ces fameuses actions européennes qui ont été quand même relativement malmenées depuis un certain nombre de mois. Si l'on regarde Nadine maintenant toujours le tableau, et que puisque vous m'évoquez le rattrapage, je constate que le Nasdaq est quasiment la plus forte, la pire performance, même si elle est positive, mais on est quand même loin de la performance des actions européennes, alors qu'elle avait été le meilleur. C'est quoi? C'est un effet rattrapage ou c'est un effet DeepSeek de cette intelligence artificielle chinoise qui a été lancée récemment? Oui, mais vous avez raison, c'est un effet Nvidia, c'est-à-dire que on voit très bien que suite à justement à l'apparition de cette intelligence artificielle qui a un peu surpris toute l'écosystème de la technologie américaine, qui est arrivé avec une intelligence artificielle qui manifestement serait aussi performante et moins coûteuse en énergie et moins coûteuse en utilisation de puces Nvidia. Voilà, ça a mis un espèce de traumatisme un peu sur le marché. Après, rappelez-vous, la hausse de Nvidia, elle était quand même faramineuse sur les 2 ou 3 dernières années. On a eu une baisse, je pense, sur le moment de 17-18%. Mais c'est vrai que c'est ça qui explique en partie, ou en grande partie, la relative sous-performance du Nasdaq. Est-ce que Trump vous paraît, qui maintenant est arrivé au pouvoir, vous paraît être un élément favorable et porteur pour les actions américaines ? Je pense qu'il est toujours très pro-business, donc dans l'ensemble, il a été salué par les marchés financiers. On voit très bien depuis son élection au mois de novembre, les marchés ont été quand même très positifs. Après, je pense qu'il va apporter plus de volatilité. Son imprévisibilité est quand même problématique pour les marchés sur du moyen terme. Donc effectivement, c'est à la fois une bonne chose et à la fois il peut amener quand même beaucoup de volatilité au marché actions. Si vous voulez bien Nadine, je voudrais qu'on regarde maintenant le tableau des taux d'intérêt. Si je regarde finalement peu de mouvements, baisse des taux de la BCE, pas de baisse du côté de la Fed, quasi-stabilité du taux 10 ans américain à 4,54%, légère remontée de 10 centimes du 10 ans allemand. Quelle est votre lecture de ce qui se passe sur les taux? Et est-ce que sur les taux, le phénomène de volatilité que vous venez de nous parler, vous le voyez revenir? Parce que, très sincèrement, quand on regarde les chiffres du mois dernier, on a un peu le sentiment qu'il se passe pas trop de choses. En tout cas, quand on est à point contre point, c'est-à-dire fin de mois contre fin de mois. Vous avez raison, visuellement, on n'a pas l'impression d'une grande volatilité. Or, il y a eu pas mal de volatilité pendant le mois sur les taux américains, justement parce que la problématique à venir, c'est de considérer que le programme de Trump est quand même pourrait être inflationniste et malgré tout, il pourrait gêner justement cette baisse des taux venant de la Fed. Ça a entraîné beaucoup de volatilité, ou disons pas mal de volatilité au cours du mois sur le 10 ans. Donc la lecture qu'on en fait est pas forcément la réalité. Quant aux taux allemands, ils ont eu plutôt tendance à suivre, et c'est peut-être la problématique auquel on est confronté, c'est qu'ils ont plutôt tendance à suivre un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, alors que sur la partie taux court, on sent qu'on est quand même rentré dans un mouvement de baisse continue et on pense qu'effectivement la BCE va être beaucoup plus proactive que la Fed sur la partie court terme. 288 points de base contre 313 points de base, c'est le spread du high yield, c'est-à-dire l'écart de taux face au Bund allemand qui se réduit sensiblement. Est-ce que, au vu de la prise de risque, ça vaut encore le coup de faire du high yield? Ça reflète aussi l'appétit important des investisseurs sur
les taux européens. Vous savez, c'est un mouvement qui perdure depuis 2 ans avec notamment les fonds datés, ainsi de suite. Donc, alors, 288, c'est vrai que c'est un petit peu le niveau où on a buté l'année dernière, 280, 285, on sentait que c'était un petit peu le niveau sur lequel on butait un peu. Est-ce que c'est toujours attractif de se mettre sur ces obligations? Oui, malgré tout, mais même si on arrive un petit peu au bout du potentiel, mais il y a toujours un petit peu de ce qu'on appelle du portage qui peut intéresser certains clients qui ont plutôt un profil plutôt prudent. Alors, Nadine, si vous le voulez bien, maintenant, on va regarder l'évolution du portefeuille. Donc, le portefeuille qui progresse sur le mois de 1,1%. Je ne vous cache pas, Nadine, que quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai été un peu surpris et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai le souvenir qu'il y a cela quelques mois, on avait fait un mouvement notamment au profit des actions américaines, au profit des secteurs technologiques, qui a priori étaient en difficulté. Donc, qu'est-ce qui fait la perf ce mois-ci? Tous nos paris contribuent positivement, mais il y en a un qui effectivement tire largement son épingle du jeu. C'est notre fonds technologique. On a parlé peut-être de la problématique en début d'intervention de l'indice Nasdaq, mais c'est pas vraiment le cas sur le fonds que l'on a sélectionné, qui est le JPM US Technology, qui fait un très bon mois après une très belle année 2024, qui fait un mois à plus 8%, un peu plus de 8%. Donc effectivement, ça montre aussi que la gestion active, elle a la capacité d'aller sélectionner les bonnes valeurs et qu'il y a toujours de l'appétit et il y a toujours de la valeur à récupérer dans ces fonds-là. Donc c'est le gros contributeur, mais dans l'ensemble, tous nos paris sont quand même relativement positifs. C'est ce qui explique cette belle performance. Ok, on bouge ou on dit comme le mois dernier qu'on a une structure adaptée à l'environnement? Je pense qu'on est plus ou moins adapté, donc on se pose la question. Pour rien vous cacher, on se pose un petit peu la question autour de notre fonds émergent qui effectivement ne contribue pas très positivement, même s'il a arrêté de contribuer négativement. Est-ce que ça peut être un relais de croissance pour le futur? Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. On y répondra peut-être le mois prochain. Eh bien, je compte sur vous pour y répondre le mois prochain en plateau. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'homme dans l'actu. L'homme dans l'actu, c'est François-Régis Bernicot, le président du directoire de Suravenir. François-Régis, vous êtes venu nous parler de l'actualité de Suravenir. On va commencer par les chiffres. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Très, très heureux, puisque nous avons franchi un cap symbolique, le cap des 5 milliards d'euros de collecte. On a terminé l'année à 5 milliards 4. C'est un chiffre absolument record. Jamais dans l'histoire de Suravenir, on avait autant collecté qu'en 2024. Alors, Suravenir, on rappelle, filiale assurance vie du groupe Crédit Mutuel Arkéa, acteur atypique sur le marché parce qu'il intervient dans plusieurs marchés. Vous intervenez déjà avec le groupe Arkéa, les banques d'Arkéa, avec des réseaux. Vous intervenez, on vous retrouve également dans des contrats Internet. Et puis, on vous retrouve enfin avec Vie+. D'ailleurs, et donc auprès des CGP, si on regarde un peu aujourd'hui les équilibres dans les 5 milliards 4, quels ont été les secteurs les plus dynamiques? Ça donne quoi? Alors, nos 3 réseaux de distribution ont très bien performé en 2024, ce qui n'était pas le cas en 2023. On a toujours une très grosse dynamique sur le marché des CGP à travers notre marque Vie+. On a beaucoup investi depuis 2022 sur la marque Vie+. Et là, on tire les fruits de ces investissements passés. Aujourd'hui, Vie+, c'est 2,5 milliards d'euros de collecte à l'échelle de Suravenir. L'année dernière, on était à 2 milliards 100. On avait juste passé l'année dernière le plafond qu'on appelait de verre de 2 milliards. Et donc, cette année, on est largement au-delà. Donc, une dynamique... On appelle ça exploser son plafond de verre. Voilà. Alors, le marché est bon quand même. Le marché de l'assurance vie en France est très bon. Croissance des primes brutes de 14%. À l'échelle de Suravenir, nous, c'est 17% de croissance. Donc, on a gagné un petit peu de part de marché cette année, en 2024. Grâce à Vie+, mais aussi grâce à un rebond. Et ça, c'est peut-être le point le plus positif de l'année 2024, c'est qu'on a eu un rebond significatif sur l'activité Internet. Donc, Suravenir est un acteur historique de l'assurance vie en ligne. Ça fait, moi, à titre personnel, quand je suis arrivé dans le groupe il y a 20 ans, je m'occupais du lancement des premiers contrats de Suravenir sur le marché Internet. Mais ça n'a pas été le segment sur lequel on a eu le plus de croissance. Et notamment en 2023 et en 2022, on avait beaucoup baissé sur Internet, notamment en raison de la concurrence des livrets bancaires. Et là, cette année, en 2024, on a un regain très fort d'Internet
notamment avec nos collègues de Fortuneo, qui est la banque en ligne du groupe. Mais l'activité Internet globale de Suravenir, elle a grimpé de plus de 20% l'année dernière pour arriver à un étiage d'environ 1,2 milliard d'euros. Et puis sur la troisième partie, notre troisième pilier de distribution, que sont les réseaux bancaires du groupe, là on est sur une activité historique. On a tangenté les 1,5 milliard d'euros. Si on regarde l'équilibre, fonds euros, unité de compte, y a-t-il des différences fortes entre les réseaux? Est-ce que les dynamiques sont les mêmes? Est-ce que vous avez été, parce que vous avez aussi fait des offres boostées tirées par le fonds euro? Alors en fait, on a fait un choix global au niveau de la compagnie, assumé depuis la montée rapide des taux d'intérêt en 2022. On avait historiquement un taux d'UC dans la collecte qui était assez élevé, 64%. Là, il a baissé à 56%. Donc, on a utilisé cette tolérance pour justement favoriser la collecte en fonds en euros. On a été plus souple dans notre dynamique d'accès aux fonds en euros, même si, et c'est toute la difficulté de l'exercice, sur le fond, en longue période, on veut rester une compagnie diversifiée. Parce qu'on pense que, notamment vis-à-vis de notre mission ultime qui est de préserver le pouvoir d'achat de l'épargnant, il faut qu'il y ait une part de diversification importante. Mais c'est vrai que la politique commerciale qu'on a menée ces 2 dernières années pour augmenter la part de fonds en euros a porté ses fruits et ça s'est traduit quand même par une légère diminution du taux d'UC dans la collecte en passant de 64% à 56%. D'accord, on parle de l'assurance vie. On fait référence dans les chiffres de l'assurance vie, je le rappelle toujours, quand on prend les chiffres de France Assureur, ça couvre l'ensemble de ce que l'on appelle assurance vie, donc y compris l'épargne retraite. L'épargne retraite, vous faites du périn. Est-ce que la dynamique du périn est bonne et est-ce que le périn est un produit réseau? Est-ce que c'est un produit Internet ou est-ce que c'est un produit CGP? Alors c'est un produit chez nous qui est essentiellement CGP. Alors on fait un carton sur le périn cette année aussi. La collecte sur le périn a grimpé de 27% chez Suravenir. On frôle les 2 milliards d'euros d'encours sur le canton retraite. C'est un produit auquel on croit. Je pense que c'est un bon produit. C'est un bon produit qui permet aussi de résoudre un peu l'équation du financement des retraites aujourd'hui. Donc on y croit. On est par contre que sur l'activité individuelle chez Suravenir. On ne fait pas d'épargne retraite collective. Et donc on a des périns sur nos 3 réseaux de distribution. On a des périns sur Internet et on aura une annonce prochainement pour renforcer notre présence sur ce canal sur Internet. Ça a bien collecté. Le produit Suravenir Pair a été de nombreuses fois distingué et on collecte bien sur Internet. Mais l'essentiel de la collecte sur le périn, c'est les CGP. Deux tiers de la collecte. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur les CGP. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous regardent très largement. Et si vous me permettez, je voudrais qu'on ait une réflexion de place. Il va y avoir dans les mois qui viennent ce qu'on appelle le trilogue au niveau européen concernant la Retail Investment Strategy, la RIS, qui peut potentiellement, les positions de la Commission du Conseil et du Parlement sont pas tout à fait les mêmes, qui peuvent avoir des impacts non négligeables. Pour vous déjà, est-ce que la RIS, le sujet de la RIS et derrière ça le sujet des rétrocessions, c'est un sujet de gestion des conflits d'intérêts au niveau européen ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est avant tout un sujet majeur pour notre industrie, clairement. En tout cas pour ceux qui opèrent sur le marché de la distribution intermédiaire, ce qui est le cas de Suravenir. Suravenir aujourd'hui, la moitié de l'activité de Suravenir repose sur la distribution intermédiaire. C'est un sujet majeur parce que dans les objectifs qui sont affichés derrière ces textes, c'est de réduire les frais et d'améliorer le bénéfice apporté aux clients. Donc de réduire les marges. Et donc potentiellement, ça peut avoir une incidence forte effectivement sur les marges. Mais, et c'est ça un peu le message que je voudrais passer aujourd'hui, donc ça se traduit très concrètement par des choses qui sont déjà en place aujourd'hui. On a déjà eu un exercice au sein notamment des compagnies d'assurance avec les sociétés de gestion où on a sorti de nos catalogues les fonds qui étaient les plus chargés et qui n'avaient pas une performance significative. Là, on a un deuxième élément qui est en train de se mettre en place où on intègre dans cette mécanique également les frais de gestion des contrats. De façon à... On rappelle, grosso modo, si on regarde la stratégie, c'est qu'on a commencé par les fonds. Donc, on s'est dit, si on met pas les frais dans les fonds, on va les mettre au niveau du contrat. Et donc, le régulateur dit, bon, ok, mais dans ce cas-là, on va tout prendre en compte.
Exactement. Et donc ça a une incidence déjà qui va se traduire par des benchmarks de places qui vont mettre en exergue vraisemblablement le fait que sur un certain nombre de contrats, notamment dans la distribution intermédiaire, le niveau de frais est plus élevé que sur d'autres marchés. Je prends l'exemple de Suravenir, c'est très simple. Nous, on est sur 3 segments de distribution. C'est évident que les frais chez les CGP sont plus élevés que les frais sur Internet. Donc, Dieu merci, dans les benchmarks, il faut déjà qu'on fasse attention à bien distinguer ces 2 segments. Mais le message clé, surtout, c'est que pour défendre ce niveau de marge, il faut que la profession, en tout cas les représentants des professionnels des CGP, ils fassent valoir le rôle d'agent économique du CGP. Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Aujourd'hui, au moment où on est en train de s'interroger sur comment est-ce qu'on finance au niveau européen les investissements de demain, il faut mobiliser mieux l'épargne des Français. Et aujourd'hui, nos CGP, c'est quand même le réseau qui sait le mieux le faire. Mais encore faut-il qu'il le fasse valoir, qu'il fasse valoir son rôle d'agent économique, parce que pour moi, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter face à ces pressions réglementaires qui, aujourd'hui, pourraient se traduire uniquement par une baisse des marges. OK. On parle performance, puisque là, vous avez, fin janvier, communiqué les performances du fonds en euros. Certains avaient un peu baissé. Vous avez fait le choix de la stabilité. Pourquoi ? Alors, on a fait le choix de la stabilité parce que, déjà, c'est pas un secret, mais les taux de Suravenir sont plutôt dans la moyenne du marché. Donc, on a cherché à préserver ce positionnement concurrentiel. Alors, on a 2 actifs. On a le fonds en euros dynamique, qui est ouvert uniquement sur Internet. Donc, aujourd'hui, on a servi la même performance que l'année dernière. Et on a l'actif général, qui sert la plupart de nos marchés, sur lequel, là, on a également stabilisé les performances. Et puis, on a un dernier actif, on a 3 actifs, pas 2. Le dernier actif, c'est l'actif sur la retraite. Et là, on a augmenté, pour le coup, la rémunération parce qu'on a une belle collecte sur ce canton-là. On a augmenté de 35 centimes. OK. Si on exclut le sujet de la retraite, donc l'actif général, et on a l'actif Internet qui est avec une garantie en capital de mémoire à 97%. Exactement. Est-ce qu'on est en collecte positive ? Oui, sur tous les actifs que je viens de citer, on est en collecte nette positive et de façon assez importante. Plus importante sur l'actif dynamique en proportion, puisque c'est un petit actif. L'actif général chez Suravenir, c'est 25 milliards d'euros. L'actif dynamique, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Est-ce que cette année, on a pioché dans les réserves pour servir le taux ? Et est-ce qu'avec l'argent qu'on a, on relue la performance future ? Alors, on est toujours dans ce qu'on appelle, nous, chez Suravenir, le cercle vertueux de l'épargne. Donc, on est toujours dans cette période où, effectivement, l'attractivité de nos offres permet de la collecte qui est relutive pour la performance de l'ensemble des assurés. C'est encore plus le cas sur l'actif dynamique parce que c'est un plus petit actif et il a une exposition plus risquée, plus exposée aux obligations corporates. Et donc, on capte plus vite l'accroissement du rendement. Mais c'est aussi le cas sur l'actif général où, là, pour répondre à votre question, on a aussi utilisé la réserve, comme l'an dernier, pour servir les rendements. Parfait. 2025, vous allez faire des offres boostées à nouveau sur le fonds en euros ? On continue cette stratégie commerciale attractive, tant en fait que les investissements sont contributeurs à la performance pour les anciens stocks. On continue d'essayer de soutenir au maximum la collecte sur nos fonds en euros, mais avec la nécessité, encore une fois, de rester une compagnie diversifiée. Donc on va continuer ces opérations commerciales, on va continuer aussi ce qui fait notre credo, c'est-à-dire d'orienter à la fois nos investissements et aussi nos offres en matière de référencement pour enrichir les possibilités qu'on offre aux épargnants de donner du sens à leur épargne. Et on aura un investissement très important, j'espère que vous me réinviterez, Jean-François, en juin, puisqu'on a un très gros programme d'investissement sur lequel on travaille ardemment depuis 3 ans. Et je vous en dirai plus cet été. Ok, on vous retrouve. Juste une dernière petite question. L'équilibre, on peut aller jusqu'où entre euro et UC ? 50-50 ? Vous vous dites qu'il ne faut pas dépasser ce seuil-là ? Alors, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est 55% en UC. D'accord. On y est. Ok, merci beaucoup François Régis Bernicot d'être venu nous voir. On a donc pris rendez-vous pour soit juillet, soit la rentrée prochaine. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le journal décalé. Jean-François, on va commencer par une question. Où sont les femmes ? Vous allez vous dire quel rapport avec la gestion de patrimoine ? J'ai passé la dernière semaine pas mal de temps sur le terrain à la rencontre des CGP et j'ai été étonné par le peu de femmes dans les différentes audiences.
Je l'ai constaté, la CNCGP le confirme dans leur dernier baromètre. Ils annoncent qu'il y a seulement 20% de femmes dirigeantes de cabinets de gestion de patrimoine. Ce chiffre, il est aussi confirmé par une habituée de ce plateau, Hélène Lamont de CGP Entrepreneur. Elle a aussi seulement 20% de femmes à la tête de ces 250 cabinets adhérents à son groupement. Et pourtant, les femmes, elles sont bien présentes. Quand on regarde l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des cabinets de gestion de patrimoine, il y a plus de 50% de femmes. Il y a même des fonctions où elles sont surreprésentées. Du coup, on peut se poser une question, à quand une vague féminine ? Hélène Lamont nous suggère une piste. Les femmes ne sont pas encore suffisamment prêtes à se faire confiance pour devenir entrepreneurs et à se lancer. Ça ne devrait pas durer longtemps. Bon, cela dit, si vous permettez, Georges, on peut quand même donner quelques noms. Il y en a beaucoup, mais... Sandrine Jeunet, Hélène Barrault-Housset, Pascal Bossan, Géraldine Métifeux, Anne-Laure Boccour-Gibaud. Si je continue dans les Anne-Laure, il y avait Anne-Laure Marcilly qui était venue ici en plateau, Anne-Laure Demourgue. Je peux vous citer également Roselyne Lebas, Christine Picasso, Armelle Gadan, Florence Babos. Si je continue dans les Florence Thor, il y en a, quoi. Petit défi, une Delphine ? Delphine Serrière. Bravo. Chapeau. Chapeau. En gestion de patrimoine, par définition, il y a des mouvements financiers, donc il peut y avoir des erreurs ou des arnaques, et entre autres des problèmes de RIB avec les fameuses usurpations. Dans ce cas, le plus simple, c'est essayer de faire porter le chapeau à la banque. On se dit que la banque est riche, donc la banque, elle va rembourser. Et la Cour de cassation nous aide là-dedans avec un arrêt qui a été rendu le 15 janvier 2025. Elle indique que l'obligation pour les banques de rembourser des victimes d'escroquerie n'est pas absolue. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous rappelle que la banque a l'obligation de rembourser ses clients victimes d'escroquerie, mais que cette obligation est levée si le client a commis une négligence grave qui l'a conduit à se faire escroquer. Donc, énorme vigilance. Je vais vous embaucher pour faire des papiers pour Revue Bangou, je sens. Pourquoi pas, hein ? On continue. Norcia a sorti son observatoire trimestriel. Dans le dernier, il y a plein d'infos intéressantes et surtout les grandes tendances à suivre pour 2025. On en retient 4. La première, on va parler de fonds actions et de gestion alternative en 2025. Le marché actions risque d'être assez chamboulé. On a beaucoup de sujets de géopolitique, on a un sujet Trump, on a des marchés américains très résilients, on a des marchés européens qui sont sous-cotés, donc potentiellement avec un potentiel de rattrapage. On a des marchés émergents où il y en a qui sont plutôt très porteurs, type l'Inde avec un marché intérieur fort, des marchés plus compliqués comme la Chine. Bref, un vrai sujet à regarder. Autre sujet à regarder, le private equity. Il a été très présent en 2024, il pourrait être encore plus présent en 2025. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les voyants sont au vert, dans le sens où ça rapporte, les performances sont bonnes et ça rémunère bien le CGP. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui a été fortement démocratisé, c'est un produit qui est de plus en plus accessible, entre autres avec des tickets maintenant relativement faibles dans l'assurance vie. Troisième sujet un peu plus lointain, les crypto-actifs. Ils sont dans un tel dynamisme qu'ils attirent les investisseurs institutionnels comme les investisseurs particuliers. Le Bitcoin a eu une croissance exceptionnelle. Il a même dépassé la barre des 100 000 $ en décembre 2024. En plus, ça devient presque une valeur refuge. Les investisseurs ont envie d'aller dessus. Trump a même lancé son propre Bitcoin et sa femme Melania aussi. Donc là, c'est peut-être plutôt un coût financier pour lui. Mais en tout cas, Trump pourrait mettre en place des réglementations favorables qui va aider sur ces Bitcoins. Ces Bitcoins pourraient aussi se retrouver dans des ETF. Donc bref, l'année du Bitcoin. Dernier sujet, certainement l'année du retour de l'immobilier, une valeur refuge qui demande une sélection de plus en plus rigoureuse. Mais sur ce point-là, nous avons en plateau dans quelques minutes nos experts du club expert immobilier. Ils seront bien meilleurs que moi, donc je leur laisse ma place. C'est super, en plus vous me faites mes relances. Juste un petit point sur le sujet du private equity. Je rappelle la sortie d'une étude de l'autorité des marchés financiers sur les performances du private equity pour les fonds qui ont été distribués auprès de la clientèle du retail et qui sont un peu moins bons que les chiffres indiqués par la profession. Jean-François, avant de finir, je voudrais vous féliciter. J'ai vu que vous avez été nommé membre de la commission consultative des pratiques commerciales de l'ACPR. J'aurais pu l'annoncer dans le Mercato, mais ça me faisait plaisir de vous en parler. Eh bien écoutez, vous ne l'avez pas annoncé dans le Mercato, mais c'est pas grave. Vous pouvez malgré tout regarder le Mercato de Georges sur la chaîne YouTube de Et Plus Encore. Vous y verrez les principaux mouvements de marché, que ce soit en termes de personnes ou que ce soit en termes de rapprochement capitalistique. Merci Georges, et puisque vous m'avez fait ma transition, on passe tout de suite à notre débat sur l'immobilier.
Club Expert Immobilier, aujourd'hui opération vérité sur les prix de part, sur les distributions. Avec nous en plateau, fidèle au poste, Marc Bertrand, le président du directoire de Premium France. De l'autre côté, on retrouve Antoine Aubry, le directeur général d'Amundi Immobilier, et à côté de lui, Philippe Depoux, président du directoire de la Française REM. Merci beaucoup d'être avec nous. Opération vérité, opération pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de cela quelques jours, la médiatrice de l'autorité des marchés financiers a fait son cas du mois sur un épargnant qui voulait sortir de SCPI, et elle expliquait le besoin de pédagogie entre les ordres de retrait, les demandes de vote, etc. La pédagogie, c'est un sujet très important. Je ne vous cache pas que quand je regarde parfois les réseaux sociaux, je vois quand même beaucoup de bêtises. Donc on va essayer de dire les choses clairement. On va commencer par les prix de part. Je voudrais qu'on comprenne un peu comment ces prix de part sont établis. Vous le savez, je dis souvent, en assurance vie, concernant les taux des contrats d'assurance vie, je dis souvent qu'ils ne se constatent pas, mais qu'ils se décrètent. Alors, est-ce que les prix de part de SCPI se constatent? Est-ce qu'ils se décrètent? Déjà, je commence avec vous, Antoine, parce que vous êtes le dernier venu dans ce plateau. Donc, ça va être une petite opération bisutage, je suis désolé. Deux types de SCPI. Déjà, on est bien d'accord, SCPI à capital fixe, SCPI à capital variable. Comment se fixe le prix de part d'une SCPI à capital fixe pour commencer? Alors, pour la fixation du prix, il faut distinguer deux environnements. Celui où on va être dans une situation de collecte positive et celui où on va être sans collecte. Dans le cas d'une situation où tout simplement il y a une collecte positive... Donc ça veut dire quand on est en augmentation de capital, quand on a lancé sur une SCPI une opération, on dit on augmente le capital. Exactement. Donc sur la SCPI à capital fixe, le prix va être fixé par la société de gestion. À l'inverse, lorsqu'on n'est pas en situation de collecte, donc le prix va se fixer tout simplement par une confrontation entre les porteurs désireux d'investir et les porteurs désireux de vendre. Donc là, c'est tout simplement une forme de gré à gré. Ok, donc dans ce cas-là, si je résume dans mon vocabulaire, lorsqu'on est sur une SCPI à capital fixe, on est en augmentation de capital, un peu un prix qui se décrète par la société de gestion. Lorsque l'on est sur un marché secondaire, on a un prix qui se constate. Maintenant, on va être très honnête, les SCPI à capital variable ne sont plus très nombreuses sur la place. On est aujourd'hui sur des SCPI à capital, les SCPI à capital fixe ne sont plus très nombreuses. On est aujourd'hui plutôt sur des SCPI à capital variable. Sur une SCPI à capital variable, comment ça se passe? Voilà, tout simplement, le prix va être fixé par la société de gestion, tout simplement sur la base d'une fixation d'un prix qui va être calculé par rapport à la valeur de reconstitution, qui est calculée, qui est peu ou prou, on va dire, la valeur immobilière du fonds. Et sur cette base-là, la société de gestion prend la décision de fixer le prix de souscription qui doit être fixé dans des bornes qui vont être de plus 10% à moins 10% de la valeur de reconstitution. Alors juste, puisqu'on se livre à cet exercice pédagogique, valeur de reconstitution, c'est quoi? C'est ce que disent les experts, plus un certain nombre de frais? Exactement, plus les droits, on va dire, les droits d'enregistrement. D'accord. Et juste, puisqu'on est là encore toujours dans la pédagogie, j'entends parler de valeur de reconstitution, j'entends parler également de valeur de réalisation. La valeur de réalisation, c'est la même chose, mais juste la valeur des immeubles sans les frais? Exactement, hors les droits. Ok, parfait. Ceci étant dit, donc j'en conclus la chose suivante, c'est que on est plutôt dans des prix de SCPI qui se décrètent avec, malgré tout, un certain nombre de contraintes réglementaires, mais que la base de tout ça, c'est les valeurs d'expertise. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par ça. Désormais, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé dans ce plateau. Les valeurs d'expertise, auparavant, il y en avait une par an. Depuis un texte du mois de juillet, des valeurs d'expertise, il y en a désormais 2 par an. Vous y êtes donc passé. Philippe Depoux, je vais commencer avec vous. Quand les experts ont rendu leur copie, grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit si on regarde l'année 2024? Est-ce que vous avez vu des différences entre les typologies d'actifs? Est-ce que vous avez vu des différences entre les pays? Alors oui, 2024 a été une année, on va dire, très particulière, pour faire à peu près court. Je pense qu'on s'attendait tous, compte tenu de la politique monétaire des banques centrales, qui, après avoir battu l'inflation, jugulé l'inflation, ont commencé à faire baisser les taux directeurs. Tout le monde s'attendait à un ajustement des taux sans risque sur lesquels sont calculées la prime de risque de l'immobilier. Bref, on s'attendait tous à ce que les valeurs arrêtent de baisser en immobilier. Et en fait, la réalité de 2024, c'est que la crise immobilière finalement que nous traversons, elle s'avère plus profonde et plus longue que prévu. Et la vérité, c'est qu'en fin d'année, les experts, on compte dans un climat en plus
tout à fait absence totale de visibilité, on va être très honnête. Voilà, absence de totale de visibilité. L'Allemagne et la France dans des situations économiques compliquées, un budget français qui n'existe pas, une notation de la France qui est dégradée, une situation géopolitique d'une anxiogénité, je ne sais pas si on a déjà connu ça. Bref, on a un climat d'incertitude et de non-visibilité qui ont fait que les experts en fin d'année, ont continué à faire baisser un certain nombre de valeurs immobilières. Alors, effectivement, tous les pays pas touchés de la même façon. Je dirais la France et l'Allemagne, en ce qui concerne en tout cas nos patrimoines, notamment sur des immeubles de bureaux de grande taille. Clairement, on a continué à voir les valeurs diminuer, alors qu'en Angleterre, par exemple, en Belgique, par exemple, les prix, visiblement, avaient tendance à se stabiliser. Marc Bertrand, Philippe Depoux vient de nous donner lecture, entre guillemets, européenne avec un certain nombre de marchés. Vous, chez Praemia, la stratégie des produits, c'est d'avoir des produits purs. Si on regarde en termes de classe d'actifs, quelles sont les différences que vous pouvez constater dans les avis des experts ? Alors, en ce qui concerne le bureau, je souscris tout à fait à ce que dit Philippe, c'est-à-dire que le marché, malheureusement, a continué de baisser. C'est surtout valable pour les immeubles en périphérie, c'est surtout valable pour les très grosses unités. Alors, la baisse a décéléré, mais elle a continué malgré tout sur le deuxième semestre. On espère que le marché se stabilise, mais exactement ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'il y a encore, oui, un potentiel de baisse des taux qui, là, est plutôt un phénomène de rappel de loyer, mais il y a toujours des difficultés de marché, de demande, plus une incertitude économico-politique qui fait que on peine à voir la stabilisation. Donc le bureau, la baisse des salaires, mais elle n'est pas terminée, en tout cas elle n'était pas terminée sur le deuxième semestre, et à voir sur le premier semestre. Pour ce qui nous concerne, la deuxième grosse classe d'actifs sur laquelle on est positionné, c'est la santé. Là, les dernières décompressions de taux ont été annihilées par la hausse par l'indexation, ce qui fait qu'on a eu des expertises relativement plates sur le deuxième semestre. Et on pense que là, on est vraiment au point de stabilisation. On va laisser courir encore probablement 2 trimestres pour vérifier cette stabilisation. Mais quels que soient les fonds concernés, on voit les valeurs d'expertise des actifs de santé, qu'il s'agisse de cliniques, de soins de suite ou d'EHPAD, qui se sont plutôt stabilisés. Antoine Aubry, question, on parlait du bureau, là, Marc parlait de la deuxième couronne, il y a un quartier emblématique sur lequel vous êtes pas mal investi, c'est le quartier central des affaires. Est-ce que le quartier central des affaires est dans une position un peu différente dans les valeurs d'expertise? Bien sûr, parce qu'effectivement, c'est le quartier aujourd'hui qui présente une vacance extrêmement faible, voire quasi nulle. Et donc, il y a une confrontation de l'offre et la demande qui est véritablement au profit du propriétaire et donc de la valeur de son immobilier dans le quartier central des affaires. Donc oui, il y a une forme de protection. Pour autant, ce qui est important quand même de rappeler, c'est qu'on ne vit aucune dégradation des patrimoines immobiliers. On vit une crise de taux, on crée un environnement politique incertain qui pèse sur les valeurs, mais la qualité immobilière reste là. Et voire même dans certains secteurs de l'immobilier, on voit bien un regain d'attractivité sur certaines typologies immobilières. Donc l'immobilier ne vit pas une dégradation de sa qualité, mais effectivement un environnement qui pèse. Juste, là encore, toujours dans la logique pédagogique, et surtout, c'est pour ça que j'ai commencé par le prix des valeurs de pain. Un expert, quand il fait une expertise, on est d'accord que c'est pas techniquement une valeur vénale. Il prend en compte de ce qu'il peut y avoir dans le marché, mais son expertise, elle est évaluée sur la continuité de la vie de l'immeuble. C'est un vaste débat, et quand plus le marché est stressé, plus ce débat est animé. C'est-à-dire que à quoi correspond la valeur d'expertise? La valeur d'expertise, c'est une approche par plusieurs méthodes, des méthodes financières dites par capitalisation ou par les cash flows, et une approche par comparaison, donc plus transactionnelle. Et l'expert recherche l'équilibre dans ces 3 valeurs. Par contre, il présume que, on continue d'exploiter l'immeuble pour son usage, voilà, donc il n'y a pas de discontinuité d'exploitation. On présume qu'il n'y a pas de nécessité de vendre à court terme l'immeuble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime d'illiquidité, pour faire clair, dans le marché. Donc, l'hypothèse sous-jacente, formulée comme en disant que l'acheteur et le vendeur ont le temps de se mettre d'accord dans des conditions normales sur le prix.
Voilà. Est-ce que sur certains marchés qui souffrent d'illiquidité, cette hypothèse correspond à l'état instantané du marché? En ce moment, on peut se poser la question sur certains actifs, mais globalement, c'est l'exercice de l'expertise et on critique beaucoup les expertises. Mais globalement, c'est un point de repère très important. Ok, je reviens sur le sujet justement de la liquidité, de la dynamique de marché. Est-ce que, Antoine, si on regarde le marché des transactions, le marché est toujours totalement grippé? Complètement. Complètement, il y a un déséquilibre énorme entre la population des acheteurs et la population des vendeurs qui crée effectivement une crispation extrêmement forte sur la réalisation de transactions et on voit bien que les volumes sont toujours aussi faibles. Bien. On voit donc que les valeurs d'expertise ont continué à baisser dans cette année 2024 en dépit de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Ça a amené un certain nombre de décisions avec des baisses de prix de part qui ont été annoncées à la française et à Prime. On va bien évidemment les regarder. Juste, je reste avec vous, Antoine. Pas de baisse annoncée aujourd'hui, c'est parce que les décisions ne sont pas prises ou... Exactement. Ok, donc vous êtes toujours en phase de réflexion. Donc ça, déjà, c'est une information. Philippe, je me tourne vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez été le premier à communiquer début janvier sur des baisses de prix de part de vos SCPI. Alors, comme je suis rentré dans le débat pédagogiquement et pas tout à fait de manière anodine entre constat ou décret, donc j'ai bien compris qu'il y avait une partie constat, c'était lié aux valeurs d'expertise. Il y a une partie décret, c'est-à-dire le choix de la société de gestion de se positionner à tel ou tel endroit dans le tunnel entre la valeur de réalisation, entre la valeur de reconstitution plus 10 ou la valeur moins 10. Expliquez-moi vos choix. Alors, pour ça, j'ai besoin de faire un tout petit peu de retour en arrière en ce qui concerne la française, qui s'est, je crois, distinguer des autres sociétés de gestion en ayant toujours fixé, pour faire simple, les prix de part de ces SCPI en bas de cette fourchette, c'est-à-dire dans la partie basse réglementaire, excusez-moi, dans la partie basse réglementaire des valeurs de ces immeubles. Et juste, je me permets un petit clin d'œil, parce que puisqu'on fait de la pédagogie, juste rappeler quand même pourquoi ce tunnel, qui quelque part a été souhaité par les autorités, parce que ayant vocation à être protecteur pour les anciens porteurs, puisque en l'occurrence, quand on achète exactement à la valeur de reconstitution et que l'argent est vraiment investi, grosso modo, on ne laisse pas les anciens porteurs par rapport aux nouveaux, et qu'en revanche, on donne quelques marges de manœuvre aux sociétés quand on est dans le bas de fourchette, on a plutôt tendance à vouloir attirer les capitaux. Quand on est en haut de fourchette, on a plutôt tendance à vouloir freiner la collecte. Petite parenthèse terminée. Donc, historiquement, c'est vrai, chez vous, on est en bas de fourchette. Alors, chez nous, on est en bas de fourchette. Avant la crise, c'était tout à fait la politique menée, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est justement de se prémunir, et je vais y revenir, de se prémunir des à-coups de marché. Quand on a une valeur très raisonnable, ça nous laisse la possibilité de ne pas avoir à retoucher les valeurs de part en cas de fluctuation du marché. La deuxième raison, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était un principe sur le long terme d'égalité des porteurs entre les nouveaux entrants et les gens qui étaient en place, de façon à ne pas créer un effet d'aubaine pour les nouveaux entrants notamment. Bien. Juste, on est d'accord aussi que ça permet, quand le marché monte, de dire on remonte la part, puisqu'on sort obligatoirement du tunnel. Voilà. Donc dès qu'il y a un mouvement de marché, il faut qu'on le répercute aux porteurs. Réglementairement, on est obligé, effectivement, quand on passe sous la fourchette des moins 10%, on est obligé de remonter les parts. Et à l'inverse, quand on dépasse les plus 10%, on est obligé de baisser les parts. Bien. Ça nous a permis, dans une approche d'une crise immobilière qu'on avait pensée, encore une fois, un peu moins longue et violente que celle qu'on connaît, ça nous a permis pendant 2 années de traverser cette période de baisse des prix immobiliers en ne touchant que très partiellement nos valeurs de part, puisque justement on avait un petit peu ce coussin. Force est de constater, à la fin 2024, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les expertises ayant continué à baisser, à un moment donné, on se retrouve mécaniquement, petit à petit, en haut de cette fourchette des moins 10, plus 10, et donc réglementairement, on est obligé de baisser nos valeurs de part. Comme on avait cette situation d'incertitude et de non-visibilité de ce qui se passe, nous avons pris une décision globale de prudence en revenant, et c'est ce qui nous distingue des autres, en revenant non pas au milieu, mais en bas de la fourchette de plus 10, moins 10 sur l'ensemble, alors je précise l'ensemble de nos SCPI historiques, c'est nos SCPI majoritairement investis en bureau. Nos autres SCPI dites thématiques n'ont pas du tout ce genre de problème et ne voient pas leur valeur de part modifiée. Donc on s'est positionné en bas de cette fourchette plus 10, moins 10 pour 2 raisons. Pour éviter
autant que faire se peut d'y revenir. Je pense que de revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois sur des valeurs de baisse de part, plus personne n'y comprend rien. Donc on a pris une décision courageuse, qui n'est pas une décision simple, de se remettre en bas de fourchette pour se prémunir de baisses ultérieures et de se positionner, tu le disais tout à l'heure, en position favorable le jour où le marché va reprendre, parce qu'on ne va pas en douter, le marché va reprendre, en position de pouvoir remonter nos valeurs de part, évidemment. Ok, juste une petite précision, nos SCPI historiques, il y a eu de cela il y a quelques jours un communiqué à nouveau sur la baisse d'une prime de part d'une SCPI. Europimo, pourquoi pas l'avoir fait avec les autres? Alors, il y a une raison complètement indépendante de notre volonté, qui est une raison technique, comptable, réglementaire, c'est que sur Europimo, nous avions tout à fait l'intention de baisser la valeur de part au même titre et dans la même politique que les autres SCPI historiques, sauf que nous avons eu ce petit sujet technique à régler par une assemblée générale que nous avons été obligés de convoquer, c'est de ramener la valeur nominale de l'action je veux dire en dessous de la valeur de part. Alors encore une fois, c'est technique et je veux noyer personne, mais c'est une obligation technique qui n'a aucune conséquence sur la performance, aucune conséquence sur la valeur de l'action, mais on a eu à faire un petit ajustement technique qui nous a empêché réglementairement d'annoncer la baisse de part au même moment que les autres, et nous l'avons fait au 1er février, une fois que le nominatif, la répartition entre le nominatif et la prime d'émission d'Europimo ont été réajustés. Ok, donc je résume. Grosso modo, décision, retour sur la vision, canal historique, on se met en bas de fourchette à la française, on était sorti du tunnel, on a fait la même chose pour tout le monde, avec pour objectif d'essayer de ne pas avoir à y revenir. Marc Bertrand, je me tourne maintenant vers vous, puisque des décisions ont été prises également chez Praemia sur la très grande majorité des SCPI, puisqu'il y en a une qui n'a pas été concernée de mémoire, c'est Primo Family qui n'a pas bougé. Toutes les autres, il y a eu des baisses de prix de part. Donc là encore, expliquez-moi le décret. Alors, ce qui va nous différencier par rapport à la française, c'est qu'en fait, le point de départ n'est pas le même. C'est-à-dire que la politique historique des SCPI de Praemia était d'être plutôt au milieu du tunnel. Voilà. Donc, on était à valeur de reconstitution. Donc, on a appliqué sur cette même logique sur l'ensemble des produits de la gamme, ce qui fait qu'on a appliqué les baisses des expertises. Alors, il faut dire que les choses, c'est qu'en fonction des situations particulières des SCPI, la baisse des expertises subit l'effet de levier, en l'occurrence l'effet de massue, c'est-à-dire un phénomène d'amplification. Donc là, juste ce que j'entends, parce que là encore, toujours dans ma logique pédagogique, j'entends plein de gens qui disent, de distributeurs ou pas de distributeurs, qui disent de toute manière, ils font tous du bureau, c'est le même marché, et donc ils devraient tous baisser de la même façon. Non. Vous vous dites non. Non, d'ailleurs, il y a des natures, tous les bureaux ne se ressemblent pas. On parlait tout à l'heure du quartier central des affaires et de la deuxième couronne parisienne. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés, sur les mêmes dynamiques. Donc, on ne peut pas dire que le bureau est un tout homogène. Ensuite, il y a des situations de différence, notamment de taux d'endettement. Quand on a 30% d'endettement, une baisse de 7% se traduit dans la valeur de part par une baisse de 10%. Voilà, c'est la réalité financière du calcul. Donc, je reviens sur mon point, qui est de dire la décision que nous avons prise, c'est de remettre l'ensemble de nos produits au milieu du tunnel à la valeur de reconstitution. Voilà. Donc en fait, ce choix-là, il résulte principalement d'une volonté d'être le plus pédagogique possible, c'est-à-dire que d'expliquer la baisse du prix de part, c'est-à-dire qu'elle corresponde à la baisse des valeurs d'expertise avec l'effet de levier. Et ça, c'est déjà pas simple à expliquer, mais nous faisons le choix, clairement, de nous situer dans une explication qui soit la plus lisible possible. D'accord, au risque de devoir y revenir. Au risque de devoir y revenir, là, c'est la perspective de stabilisation des valeurs. La question se pose en bureau, je suis assez confiant sur la partie santé, à vérifier, mais on est assez... pour l'instant, clairement, le marché est en phase d'atterrissage. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette décision, nous avons fait des baisses de prix de part qui sont finalement relativement homogènes autour de entre 8 et 10% sur la 8 et 11% sur la plupart de nos produits. Pour autant, sur la santé, nous étions en haut du tunnel, nous nous recentrons sur le tunnel, mais les expertises n'ont pas beaucoup bougé sur la période du deuxième semestre, alors que le bureau, on a répercuté la baisse du deuxième semestre, car nous étions déjà au centre du tunnel. Donc les dynamiques
de prix et les dynamiques de valeur d'expertise ne sont pas du tout les mêmes entre les SCPI qui sont purement investis en bureau ou très majoritairement investis en bureau. Et par exemple, je prends toujours l'exemple de la santé parce que c'est la plus grosse SCPI Primovie, qui est investie aux 3/4 dans la santé et 1/4 en bureau. D'ailleurs, une partie de la partie principale de l'origine de la baisse, c'est le quart qui est investi en bureau. Ok. Philippe ? Juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Marc et sur les valeurs et les valeurs d'expertise. On a donc, nous avons donc piloté nos valeurs de part de façon différente qu'on vient d'expliquer, mais à la fin, je vais juste rappeler un chiffre. En ce qui concerne la Française, depuis le début de la crise, si je peux dire, on a en gros baissé nos valeurs de part de l'ordre de 15 à 30%. 15 à 30% des valeurs de part. Pour se retrouver en bas de fourchette, c'est-à-dire avec une protection assez confortable, je dirais, pour une éventuelle de nouvelle baisse. Parce qu'on considère effectivement que le marché est plutôt en train de se stabiliser. Une baisse de 15 à 30% à comparer avec ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, sur l'immobilier direct, l'immobilier d'entreprise direct, on parle de valeurs qui ont baissé plutôt de l'ordre de 20 à 40, voire 50%. On regarde les foncières, le cours des foncières qui sont les sociétés foncières, les SIC, qui sont en général un indicateur avancé de la situation du marché. Et le cours des SIC, des sociétés foncières cotées, en particulier celles qui sont orientées bureaux, ont-elles évolué de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Ce que je veux dire par là, c'est que nos patrimoines, tu le disais, la qualité de nos patrimoines sont plutôt résilients, certes beaucoup plus résilients en cœur de ville et en quartier central des affaires qu'en seconde périphérie, mais globalement, la baisse que nous avons subie sur les valeurs de part correspond à une baisse, finalement, ça peut paraître choquant, mais relativement modérée de ce marché immobilier qui a connu quand même, faut le rappeler, des hausses pendant 15 ans, des hausses de valeur pendant 15 ans, dans une période d'euphorie financière. On corrige de l'ordre de 15 à 30% les valeurs aujourd'hui. L'immobilier, ce sont des cycles, ne l'oublions pas, et donc on est en train d'atterrir une fin de cycle baissière. C'est là où on se retrouve en ce moment. Ok, je reste avec vous, Philippe, si vous le voulez bien. Deuxième partie, dans les actualités de cette année, c'est que non seulement il y a des annonces de baisse de part, mais il y a également des annonces de baisse de distribution. Alors, vous me direz, c'est pas la première fois que les distributions baissent, parce qu'elles n'ont pas fait dans l'histoire qu'augmenter. Mais c'est peut-être un peu plus important que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Je voudrais, là encore, qu'on essaie de revenir sur les sujets de pédagogie. Quand on pilote une entreprise, on sait qu'une entreprise, elle peut avoir des difficultés, parce que elle est en situation où elle perd de l'argent, elle fait des pertes, elle n'est pas performante, ses charges sont supérieures à son chiffre d'affaires. Mais une société, elle peut aussi être en difficulté parce qu'elle a des problèmes de liquidité et qu'il lui manque d'oseille pour vivre. Ok. Je voudrais qu'on regarde ce sujet de la liquidité en rebondissant sur un échange qui avait eu lieu dans une émission spéciale sur les SCPI, où vous n'étiez pas là, mais où il y avait eu un débat sur le report à nouveau, et où l'un des intervenants avait dit « Moi, j'ai un report à nouveau qui est conséquent, et ça me permet de garantir de la visibilité à mes porteurs. » Et puis quelqu'un d'autre avait dit « Oui, mais le problème, c'est que le report à nouveau, il est plus disponible en cash, il a été investi, et donc on a du mal à payer avec un report à nouveau qui a été investi. » Ça nous amène à la question de la liquidité. Est-ce qu'il y a des enjeux autour de la liquidité, Philippe Depoux, sur les SCPI ? Alors, on va faire effectivement un petit peu de pédagogie en essayant de ne pas être trop technique, mais oui, les SCPI historiques sont, à la française, mais je pense également ailleurs, sont dans une situation de trésorerie contrainte. Donc on va parler cash. Dans une période que j'appellerais de cercle vertueux d'une SCPI. Une SCPI, elle a 4 moteurs de ressources et elle a des emplois, comme toute société. Ces 4 moteurs de ressources, c'est la collecte, la dette pour faire de l'effet de levier, les loyers que nous percevons de la part de nos locataires et le produit des ventes, et notamment les plus-values issues des ventes. Ça, c'est les 4 ressources. Et dans un cercle vertueux, ces 4 ressources, elles servent à investir dans de nouveaux immeubles, à faire des travaux de rénovation, verdissement sur les immeubles, à distribuer à nos porteurs de parts les dividendes que nous leur avons promis, et à peut-être réalimenter... mais il n'y en a même pas besoin, je dirais, des fonds de remboursement. Éventuellement rembourser des emprunts aussi. Et voilà, il y a le 4e évidemment, rembourser des emprunts. Ça, c'est quand ça marche.
Quand vous avez une situation comme celle d'aujourd'hui, moi j'appelle ça, on est passé d'un cercle vertueux à un cercle vicieux. On a sur les 4 moteurs, 2 moteurs à l'arrêt. Sur nos SCPI historiques, on n'a plus de collecte, quasiment plus de collecte. L'effet de levier, on ne peut plus. Aujourd'hui, on emprunte encore à des taux supérieurs au rendement des SCPI. Donc on emprunte. Donc c'est un effet de levier négatif. Donc 2 moteurs à l'arrêt. Le moteur des loyers. Le moteur des loyers, il fonctionne grâce au travail d'asset management quotidien des professionnels que nous représentons sur nos immeubles. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'en plus des problèmes de valorisation dont on parlait tout à l'heure, on rentre dans une quasi-récession économique. Nos locataires aujourd'hui, grâce au télétravail et au flex-office, n'ont plus besoin d'autant de surface de bureau. Donc nous en restituons partiellement. Et quand nous renouvelons, nous arrivons à renouveler les baux avec nos locataires, c'est parfois au prix de certaines concessions que nous leur donnons, quelques mois de loyer de franchise. Les franchises, donc il y a peut-être potentiellement un peu moins d'argent qui rentre dans les caisses. Ça pèse sur le cash qui rentre dans l'entreprise SCPI. Et le 4e moteur, qui est le moteur des ventes. Donc, tant vous pouvez faire des ventes, généralement, ça génère des plus-values. Et ce cash, on va voir comment il l'utilise. Donc, 2 moteurs sur 4 à l'arrêt, que 2 moteurs qui marchent. Donc, trésorerie contrainte. Et avec cette trésorerie-là, contrainte, on doit toujours, et plus que jamais, faire des travaux et verdir les immeubles. C'est la condition indispensable pour pouvoir louer et relouer les immeubles. C'est même aussi une condition indispensable pour essayer de préserver sa valeur et de pouvoir les vendre également. On doit rembourser des emprunts et peut-être en reprendre d'autres, mais qui sont plus chers et qui demandent à remettre du capital parce qu'on ne nous prête pas autant. Il faut alimenter, on va en parler tout à l'heure, sur la liquidité des fonds de remboursement. Résultat, à la fin de l'histoire, eh bien, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire face à toutes ces demandes-là. Et donc, trésorerie n'est pas la même chose que comptabilité. Et donc, quand on fait des ventes et quand on fait des plus-values, on peut alimenter le report à nouveau, mais le report à nouveau, c'est comptable. Il peut être parfois disponible ou pas disponible. Disponible ou pas disponible. Marc Bertrand, aujourd'hui, la gestion de la liquidité, c'est une vraie contrainte ? C'est plus la gestion, en fait, la variable d'ajustement de tout ça, c'est le taux d'endettement. Je souscris parfaitement, hein, c'est-à-dire les quatre ressources principales. Le problème, c'est qu'elles sont assez corrélées entre elles. L'expérience veut qu'en fait, on collecte facilement quand on s'endette facilement, et que les immeubles, les marchés sont parfaitement liquides. Et en fait, les choses, voilà, ça fonctionne très bien ou ça se grippe de façon assez corrélée. Donc aujourd'hui, c'est plus contraint. Par contre, je voudrais quand même qu'on conserve les ordres de grandeur en tête, c'est-à-dire que distribuer ou pas du report à nouveau, une SCPI a généralement, on va dire, elle distribue du 5%. Et si elle a 2 mois de report à nouveau, ça revient à avoir 1% de sa capitalisation comme réserve à distribuer ou pas. Donc là, 1%, c'est juste pour avoir encore une fois les ordres de grandeur en tête, la capacité d'arbitrage d'une SCPI, c'est 15% de son patrimoine annuel. Donc on peut pas dire qu'on sature les capacités, c'est-à-dire qu'on reste malgré tout manœuvrant. Mais je ne nie pas du tout le fait que nous avons, par exemple, chez nous, comme objectif de diminuer l'effet de levier parce qu'en fait, il n'existe plus. Donc, on veut, les banquiers le demandent, c'est nécessaire du point de vue, et on a comme objectif, donc, via de l'arbitrage, c'est-à-dire des ventes d'immeubles, de rembourser de la dette, mais de dériver une petite partie pour alimenter du report à nouveau, pour rendre le report à nouveau distribuable, mais c'est une toute petite partie, mais également pouvoir faire du fonds de remboursement. Est-ce qu'on peut faire également des arbitrages sur les travaux ? Parce que les travaux, en fait, vos programmes de travaux, c'est pas des trucs que vous décidez, c'est pas vous voulez le matin en disant tiens, demain on va intervenir sur ces immeubles, c'est une opération lourde. La nécessité ne change pas, c'est la priorité qui change, on va dire. C'est la priorité d'exécution, c'est-à-dire que quand on est sur des périodes comme ça, on va se concentrer sur les travaux qui ont le retour de cash le beaucoup plus court, c'est-à-dire la période de retour sur investissement la plus courte, quitte à ce que ce soit un tout petit peu moins créateur de valeur à long terme en termes de valeur. Enfin, on va se concentrer sur les travaux qui génèrent le cash le plus important à très court terme. Antoine Aubry, je me tourne vers vous. On a dit chez Amundi, les décisions aujourd'hui ne sont pas prises. J'imagine que au moment de prendre des décisions, vous voyez bien ce qui se passe sur la place. J'imagine que vous avez des échanges avec les conseils de surveillance. Est-ce que vu la nature du produit SCPI, est-ce que les baisses de distribution sont plus urticantes pour les petits porteurs que les baisses de prix de part ? Alors,
Oui, bien évidemment, parce que n'oublions pas que la logique d'un produit type SCPI qui se fixe sur une détention extrêmement longue fait que les porteurs sont d'abord dans une attente d'un revenu régulier qui leur est servi au travers des dividendes. Donc oui, ça fait partie des échanges qui sont extrêmement riches et importants que nous avons avec nos membres des conseils de surveillance, parce que bien évidemment, la logique de la préservation du dividende, c'est une priorité. Cependant, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. N'oublions pas que l'immobilier s'inscrit dans un temps long, et la performance se construit dans un temps long. Donc le cash alloué sur une logique de distribution de dividendes doit pour autant ne pas vous empêcher d'être dans la création de la performance qui, elle, s'inscrit dans un temps long. Donc c'est tout à fait les discussions que nous avons avec nos conseils. Aujourd'hui, nous avons les moyens de préserver nos dividendes, mais ne nions pas qu'il faut être extrêmement vigilant sur le pilotage du cash disponible. Ok. Vous avez annoncé, Marc, je me tourne vers vous, des baisses de distribution. Vous avez effectué des baisses de distribution sur le dernier solde, et surtout vous avez annoncé des baisses de distribution pour l'année prochaine. Là encore, je voudrais comprendre le pourquoi du comment. Quelle est la stratégie en la matière? Encore une fois, il y a autant de situations qu'il y a de ces pays différentes. Alors, malgré tout, pour aller vite, il y a des phénomènes qui sont communs. C'est une partie qui est la diminution du résultat, une partie qui est la notion d'épuisement des réserves. Voilà. La diminution des résultats, elle provient, alors pour ce qui concerne le bureau, d'une augmentation de la vacance, c'est clair, hein, ou des mesures d'accompagnement qui sont données, des franchises, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que pour diminuer l'effet de levier qui devient négatif, on procède à des ventes d'immeubles et des arbitrages qui diminuent malgré tout la base de loyer. Donc on a... on vend des immeubles qui sont plutôt occupés? Oui, mais enfin pas que. Simplement, dans le marché actuel, il faut faire des choix entre l'immeuble qui va se vendre et qui a quand même une certaine occupation et d'autres qui seront moins remplis. Enfin, c'est un ajustement permanent de la politique d'arbitrage. Mais on doit diminuer l'effet de levier parce qu'il est devenu, sinon neutre, et probablement même dans un certain nombre de cas négatif. Donc il faut gérer ça. Donc diminution du résultat, c'est une partie. Épuisement des réserves. Alors on dit toujours le report à nouveau qui était les loyers qui ont été mis de côté, etc. La réalité, c'est que il faut parler plutôt de réserves au sens large et que il n'y a pas eu d'excédent de loyer par rapport aux distributions dans les années précédentes. Il y a eu des plus-values qui ont été dégagées sur des cessions d'immeubles. Ces plus-values, les réserves de plus-value, elles s'épuisent parce que on vend malgré tout moins d'immeubles et comme les valeurs ont baissé, on dégage moins de plus-value. Donc elles ne se reconstituent pas. Voilà. Donc on prend une politique de distribution aujourd'hui qui est plus prudente en ne préjugeant pas. D'abord, on étale le reste des plus-values pour amortir la baisse sur une plus longue durée. 2, on ne préjuge pas de leur reconstitution. Et donc, on se met à un taquet bas, on va dire, de distribution. Et puis, s'il y a une forme de boni in fine, on le distribuera plutôt en fin d'année. Mais on est obligé d'aller de façon pas à pas plus prudente. Philippe Depoux. C'est un raisonnement tout à fait similaire. J'ai expliqué avant comment le cercle vertueux s'était transformé en cercle vicieux sur CSCPI historique. Donc, pas suffisamment de trésorerie. Pour faire rapidement, en 2024, nous avons délibérément poursuivi une politique de respect des engagements de la SCPI vis-à-vis des travaux et vis-à-vis des distributions. Et donc, on n'a pas alimenté les fonds de remboursement, ou très très peu alimenté les fonds de remboursement. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, sur 2025, même constat, globalement, les distributions dans le passé, pour faire très simple, elles se constituaient des revenus opérationnels de la SCPI, les loyers moins ses charges, et puis l'anticipation des plus-values distribuables des ventes que nous faisions tous les ans. Ce qu'on a décidé de faire sur l'ensemble de nos SCPI historiques, pour ne pas mettre en risque la distribution, c'est de ramener cette distribution à peu près au niveau de résultats opérationnels. Ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Et si, comme on le pense, on réalise en 2025 comme en 2024 un programme de cession assez ambitieux, mais assez successful, qui a bien marché, on sera en mesure de distribuer un complément de revenus qui sera issu des plus-values de trésorerie susceptibles de distribuer et non réutilisées en autre chose. Juste, donc grosso modo, ce que j'entends dans le discours, c'est qu'on change un peu la méthode de communication. On donne un peu une sorte de minimum en disant on aura plus, alors qu'auparavant on donnait une fourchette qui était resserrée. Moi, ça m'amène quand même à une question
à la fois d'épargnants et à la fois de distributeurs, parce que on peut investir dans des SCPI en fait sous plein de formes différentes. On peut y investir en tant qu'unité de compte, on peut y investir pour toucher des revenus complémentaires pour sa retraite, on peut y investir pour faire une opération à effet de levier en souscrivant un crédit, en achetant des SCPI, on peut y investir en faisant une opération de démembrement, et dans nombre de ces opérations, le niveau du revenu distribué est quand même un sujet qui est un sujet important. Est-ce qu'à terme, il faudra que vous soyez plus précis dans vos politiques de distribution en disant, voilà, finalement, dans notre prospectus, on va dire que la philosophie de distribution, c'est ça. On est un peu dépendant aujourd'hui quand on est client, quand on est distributeur de vos décisions. Est-ce que demain, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui disent, moi, je prioriserai ça, etc., pour savoir, entre guillemets, quel produit je dois mettre, dans quel et quel montage? Parce qu'il est clair que quand j'ai une baisse de distribution, alors que je me suis mis un crédit à côté, ou que j'ai proposé un crédit à mon client, c'est un peu compliqué. Antoine, est-ce qu'il faut qu'on soit un peu plus précis à votre sens ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment trop contraignant vu le fonctionnement? C'est exactement la limite de l'exercice. La transparence, oui, c'est toujours un plus. Pour autant, il ne faut pas que ça aille attaquer la flexibilité dans la gestion aussi de vos fonds. Donc, plus de transparence, bien évidemment, on est tous partisans d'aller vers cela, mais n'oublions pas, l'immobilier, c'est pas le produit le plus liquide qui existe, donc il faut qu'on se garde aussi de la flexibilité dans la gestion de nos patrimoines immobiliers. Parfait. Antoine, je reste avec vous. Vous savez, dans cette émission, alors certains diront qu'on est un peu technique, mais à un moment, quand on vend un produit, autant essayer de bien le connaître. On avait dit beaucoup de choses, puisque il y avait eu des sujets, je pense, je me souviens de l'émission de juillet 2023, où on avait grosso modo annoncé ce qui s'était passé à la fin juillet et au mois de septembre. On avait, dans cette émission, abordé une solution atypique pour permettre aux petits porteurs de sortir. C'était les fonds de remboursement, c'était chez Amundi. Oui. Donc je rappelle, Assemblée Générale l'an dernier, chez Amundi, vous faites voter une résolution pour avoir un fonds de remboursement qui est, entre guillemets, plafonné, oui, pour couvrir les petits porteurs. Donc la règle exacte, c'était quoi, Antoine ? Alors que le fonds de remboursement était adressé à tous les porteurs qui avaient plus de 6 mois d'ancienneté dans la liste des ordres en attente, et avec un taux de service limité à 300 parts. Ok, résultat, aujourd'hui, donc vous avez lancé cette opération depuis plus de 6 mois. Est-ce que cette solution a donné des résultats satisfaisants, et est-ce que cette solution vous paraît être un outil efficace pour régler déjà à minima le problème de la liquidité sur les petits porteurs? Alors, on a eu une adhésion qui était plutôt assez forte chez les petits porteurs qui étaient justement concernés par cette limite des 300 parts, puisqu'on a eu plus de 60% d'adhésion. Donc en fait, on a 60% des petits porteurs qui ont pris la décision de venir dans le fonds de remboursement. Marc Bertrand, vous connaissiez un peu le sujet, puisque vous avez travaillé quand vous étiez chez Amundi. Ça vous inspire pour mettre ce genre de solution chez vous? La réponse est oui, c'est-à-dire que là, après on est en train de calibrer les différents paramètres, la notion des 6 mois, la notion du nombre de parts, etc. Donc on va le calibrer pour l'adapter, mais on est en train de préparer le fait, et on fera voter aux assemblées générales de juin, le fait de pouvoir le proposer. Philippe Depoux, fonds de remboursement, il y en avait chez vous? Alors, oui, fonds de remboursement, il y en avait historiquement chez nous, effectivement, sur 2 de nos SCPI historiques. Mais la nouveauté, c'est qu'effectivement, sur 2025, nous avons passé les assemblées générales sur 2 de nos SCPI, et ce sera le cas à mi-année, pour mettre en place des fonds de remboursement avec les fameux plafonds. C'est quelque chose que nous n'avions pas pratiqué jusqu'à présent. Je précise qu'on a quand même eu des messages positifs du côté de l'AMF sur ce sujet-là, parce que c'était pas forcément évident avant. Donc voilà, on était un peu hésitant, peut-être trop loyaliste. En tout cas, nous l'avons maintenant fait passer, comme je vous l'ai dit, en assemblée générale, partiellement sur certaines SCPI. Et oui, on va le généraliser. Petite précision pour raccrocher à mes propos d'avant. 2024, on n'a pas alimenté les fonds de remboursement parce qu'on a eu d'autres priorités, notamment les engagements des SCPI. Mais effectivement, pour résumer un petit peu, nos SCPI historiques sont confrontés à 3 sujets. On en vient d'en traiter 2, qui sont les valeurs de part et la distribution. Il reste effectivement ce 3e sujet de la liquidité. La Française a une grosse capitalisation sur des SCPI historiques, et donc nos montants de nos parts en attente étaient quand même assez importants. Il fallait absolument qu'on s'attaque à ce sujet, et donc
c'est une première réponse. Il y en aura d'autres, mais c'est une première réponse. On va, grâce à nos grands programmes de cession 2025, doter plus largement les fonds de remboursement et mettre les fameux caps, les fameuses gates pour favoriser la sortie des petits porteurs. Parfait. On continue sur le sujet de la liquidité, même si ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, mais on va encore passer un petit moment si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on essaie de réfléchir. On a toujours essayé dans cette émission je le disais tout à l'heure en introduction, on n'est pas trop fan du buzz, on est plutôt favorable du travail de fond. Je voudrais qu'on essaie de creuser une hypothèse. Assurément, moi, ce que j'entends, c'est que de votre côté, c'est qu'il y a un problème, il y a un vrai sujet encore au niveau du bureau. Et l'évolution des usages, etc., font que le bureau est une classe d'actifs qui est une classe d'actifs compliquée. D'un autre côté, j'entends lorsque j'écoute les distributeurs, lorsque j'écoute les épargnants, une autre difficulté qui consiste à dire mais à quoi bon revenir sur des produits sur lesquels il y a toute une partie sur lesquels il y a un gigantesque point d'interrogation. Parce que quand on investit, on aime bien avoir de la visibilité. Est-ce qu'il pourrait y avoir des réflexions pour, entre guillemets, scinder les produits? Je m'explique. Il y a aujourd'hui une SCPI. Dans une SCPI, comme dans un patrimoine, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent pas très bien et qui n'ont pas beaucoup d'avenir. Est-ce qu'il y aurait une logique de dire que la SCPI X, on va la transformer en X1 et en X2 en disant X1, on met les trucs sur lesquels on pense qu'il y a vraiment du potentiel. X2, c'est les trucs qui sont en difficulté, on les met en structure d'extinction. C'est-à-dire, on dit, voilà, ce truc-là, on va à échéance 5 ans vous le rembourser progressivement, mais on sait qu'on bloque, je sais pas, 15% du patrimoine en fonction de la SCPI, mais on sait aussi que sur le sol, les 80%, on a un truc qui est à nouveau présentable, un truc qui peut à nouveau attirer les investisseurs et de fait recréer de la liquidité. Est-ce que ça peut être une piste de sortie, une réflexion qu'on peut mener? Est-ce que ça peut fonctionner sur toutes les SCPI? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les assureurs? J'allais dire faire ou défaire, c'est toujours travailler. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, les problèmes on gérait plutôt à base de fusion entre SCPI. L'évolution a été globalement une concentration et un mouvement de fusion. Là, dans une période de crise, quelque part, ce que vous dites là, ça ressemble à se dire, est-ce qu'il doit y avoir des SCPI de défaisance par rapport... c'est cette logique-là. Pourquoi pas? Maintenant, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de situations, donc moi, je généraliserai absolument pas la situation. Par exemple, nous, on a une réflexion aujourd'hui, alors c'est soit à base d'arbitrage, soit à base d'opérations juridiques, mais c'est malgré tout quelque chose qui nous habite. On a une SCPI qui est Primovie, qui fait 4 milliards, dans lequel il y a 25% de bureaux. La plupart des mouvements aujourd'hui viennent de la partie bureau, puisque le reste est stabilisé, que ce soit en cash flow ou en valeur. Y a-t-il une logique et y a-t-il une manière de dissocier les deux patrimoines pour aller dans le sens de ce que vous disiez il y a un instant? Oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut que ce soit manœuvrable, que ça ait du sens pour les porteurs, que ça ait du sens de recréer une liquidité sur une partie, parce qu'il faut que le projet, il faut globalement créateur de valeur. Sinon, si c'est pour, on va dire, désimbriquer les poupées russes et puis qu'à la fin, ça fasse exactement la même valeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut vraiment que le projet ait du sens, qu'il soit manœuvrable pour les gens qui le détiennent à crédit, les gens qui le détiennent en démembrement, les gens qui le détiennent en unité de compte. Donc c'est des projets, qui sont intéressants, ok, mais il faut pas que ce soit un joujou de société de gestion ou un joujou intellectuel. Il faut que ça ait du sens pour le client et qu'il soit praticable pour l'immense majorité des porteurs de parts. Alors, pour rebondir sur le point de Marc, la priorité, c'est de s'occuper déjà des immeubles existants. Je me répète, mais on est rentré depuis maintenant 4 ans dans une ère d'asset management. Les équipes sont à la manœuvre tous les jours. Nous n'avons pas d'immeubles plantés. Tu le disais très bien tout à l'heure. En fait, la qualité des patrimoines est là. En tout cas, à la française, la qualité des patrimoines est là. On n'est pas blindé d'immeubles dans la pampa, vides, très pas du tout vertueux en matière de qualité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est déjà sur un socle
qui est de qualité. On le travaille au quotidien. Nos taux de vacances n'ont pas, en dehors de l'Allemagne, nos taux de vacances n'ont pas vraiment baissé. Donc, et on vend, pardon, important aussi, et on s'efforce de vendre des immeubles de bureaux, justement pour s'alléger du poids du bureau et au contraire de être un peu plus diversifié en matière de typologie d'actifs. C'est la base, c'est par ça qu'il faut commencer. Sinon, on aura beau le mettre dans une case A, dans une case B, dans une case C, l'immeuble en question, il sera toujours là. Après, la réflexion, oui, c'est exactement ce que dit Marc. On est passé dans le passé par des réflexions sur des fusions, ça a plutôt bien marché. Et les gros véhicules comme épargne foncière a plutôt bien résisté. Je profite pour le dire au passage qu'épargne foncière, depuis le début de la crise, a vu sa valeur baisser seulement de 20%. Dans les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, ça montre plutôt une certaine résilience. Après, je pense que l'avenir, effectivement, pour reprendre le point j'aime pas le mot défaisance, mais de faire des blocs d'actifs plutôt à céder, d'actifs plutôt à garder, c'est une réflexion qui nécessite d'être menée et que nous menons sur 2025 à la française. Antoine Aubry, une question. Vous êtes pas mal investi sur la défense. Vous le mettriez du côté à garder ou vous le mettriez du côté à céder? Alors très clairement du côté à garder. Mais par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on doit aller vers de la création de parts ou est-ce qu'on doit aller sur une communication plus transparente pour différencier ce qui est de l'immobilier avec une performance immédiate, c'est-à-dire qu'un revenu qui tombe dès aujourd'hui, ou de l'immobilier dont la performance va se construire plus sur un temps long, ce qui est aujourd'hui le cas avec l'immobilier de la Défense, mais qui est un immobilier extrêmement qualitatif avec un quartier bureau qui restera l'un des quartiers les plus performants sur le long terme. On le voyait tout à l'heure en introduction, en faisant de la pédagogie, le seul endroit où le prix des parts en SCPI se constate et ne se décrète pas, c'est lorsque l'on est sur le marché secondaire sur une SCPI à capital fixe. Je voudrais clore ce chapitre de la liquidité avec la question suivante. Est-ce qu'il faut créer un marché de gré à gré sur les SCPI à capital variable pour avoir des prix de marché? Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées sur la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça doit être des initiatives individuelles? Est-ce que ça doit être une initiative de place? Quel est votre sentiment sur ce sujet-là, Antoine? Alors, je suis plutôt favorable à une initiative de place et tout outil qui permette justement de favoriser l'échange de parts entre porteurs est le bienvenu. Marc Bertrand? Non seulement je suis favorable, mais on y travaille déjà. L'idée étant de ne pas étouffer des initiatives qui vont dans le bon sens, mais de pouvoir leur donner un cadre de fonctionnement qui, on va dire, où les clients ne soient pas livrés à eux-mêmes et soient conseillés, on va dire, avec un intermédiaire qui soit à peu près à égale distance entre l'acheteur et le vendeur pour que le devoir de conseil soit assuré et que ça soit encadré dans une transparence et un devoir de conseil. C'est un point important parce que on l'a testé l'année dernière, notamment sur une SCPI, de proposer le passage en capital fixe et la confrontation, ça a été refusé au niveau de la SCPI. Par contre, organiser un marché, entre guillemets, extrinsèque de gré à gré sur le marché, nous paraît une piste intéressante. Philippe, un sentiment, et juste, on est tous d'accord que aller vers ça nécessite quand même un véritable exercice de qualité de l'information qu'on donne, puisque ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui pour comprendre le positionnement des différentes sociétés de gestion, etc., c'est que, pardon de dire la chose suivante, mais sauf à être une chèvre, limiter une SCPI à un TDVM et à une évolution de valeur de part, c'est pas très professionnel. Donc, est-ce qu'il y a un besoin, en plus, dans quel est votre sentiment, et est-ce que tout le monde a conscience que va falloir que l'information délivrée puisse permettre aux acteurs de pouvoir fixer des prix? Alors, d'abord, on ne sortira pas des problèmes de liquidité que nous avons en ce moment sans qu'il y ait quelque part un sujet de gré à gré qui soit amplifié, réglementé, transparisé, si je peux dire. Le mot est pas forcément bien choisi, mais en tout cas, il faut de la transparence, il faut bien sûr de l'information, de la sécurité d'information. Et c'est normal, on s'adresse au grand public, même si le gré à gré peut se faire entre porteurs de parts dits institutionnels. Donc, c'est absolument nécessaire. 2024, c'était déjà dans les cahiers, mais ça ne s'est pas fait parce que les valeurs, on en revient à notre sujet de départ, les valeurs n'avaient pas fini de baisser. Et je vois les acheteurs de blocs de parts de SCPI en gré à gré n'étaient pas très favorables à acheter sans être certain qu'on était un peu en bas du cycle. Je pense qu'aujourd'hui, avec des valeurs de parts de SCPI qui ont atterri, avec des véhicules qui sont gérés
professionnellement. J'espère que tout le monde en est conscient. Ils sont gérés professionnellement. Il n'y a pas de loup dans les SCPI. En tout cas, moi, les SCPI de la Française que je connais, il n'y a pas de problème caché. Il n'y a rien. Donc, des valeurs qui ont baissé, de l'information très transparente sur ce qu'il y a à l'intérieur des SCPI, sur la façon dont le moteur de la SCPI fonctionne. Je pense que c'est le moment de développer ce gré à gré avec de l'information transparente et de la sécurité pour les acteurs qui viendront s'y positionner. Mais c'est absolument nécessaire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. J'imagine que le MIPIM, ça va pas être la fête. Enfin, je vous souhaite quand même un bon MIPIM et puis vous viendrez nous débriefer de ce qui s'est passé. On se retrouvera au mois de juillet. Merci en tout cas d'avoir accepté cet exercice. Et comme je dis, l'ambition de plus encore, y compris sur des marchés où on est en difficulté, c'est toujours de faire avancer le schmilblick et de creuser l'information. Merci donc à vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Notre débat sera consacré à la bourse. Salut.